Les Iraniens ont commencé leur manœuvre navale dans le Golfe, manœuvre baptisée Martyr. Ils se disent capables d'attaquer des bâtiments de guerre américains. Conséquence de la tension dans le Golfe, flambée de l'or, du dollar et du pétrole, alors va-t-on vers un troisième choc pétrolier? Le rapport sur les remontées mécaniques sera achevé en septembre. Déjà, les enquêteurs ont trouvé des anomalies dans plusieurs stations. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres de l'actualité, cette nouvelle qui a retenu notre attention. Un camion-citerne qui transportait plus de 30 000 litres d'essence a explosé sur une petite route du Cher. Fort heureusement, la route était déserte. Mais on imagine ce qui aurait pu se passer s'il y avait eu foule, comme le week-end dernier. Pascal Deschamps. Un fossé, une roue qui dérape, et c'est l'accident, presque banal. Seulement voilà, c'est une bombe roulante, un camion-citerne avec à l'intérieur plus de 30 000 litres de fioul et de gasoil. Le camion se couche alors brutalement sur le côté. Le chauffeur n'a même pas le temps de s'extraire de sa cabine avant que son chargement ne prenne feu. Grièvement brûlé, il a dû être hospitalisé à Bourges, puis transféré dans un service spécialisé à Paris. Défaillance technique ou humaine, pour le moment, personne ne peut dire pourquoi le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. En tout cas, heureusement, à ce moment-là, la route était déserte. Heureusement, il se trouvait alors à plusieurs kilomètres du premier village. L'Iran annonce la fin des exercices préliminaires de ses manœuvres navales baptisées Martyr. Téhéran affirme que ses vedettes rapides sont tout à fait capables maintenant d'attaquer des bâtiments de guerre américains avant de s'éclipser. Les manœuvres doivent durer 3 jours pendant lesquels les eaux territoriales iraniennes sont interdites. Désormais, une armada composée de bâtiments de plusieurs pays croise dans cette région stratégique, devenue une région à très haut risque. Gilles Rabine. Voici l'un des 2 ou 3 points les plus convoités du monde depuis 20 ans, le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime dessiné par ces montagnes, un péage naturel, véritable barrière d'octroi moyenâgeuse sur la route du pétrole à la sortie du golfe Persique. 38 km 89 de large, pas plus, à son point de passage le plus étroit entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Un détroit parsemé d'îles et d'îlots, le moindre de ces îlots revêt évidemment une importance stratégique. Ce sont ces parages maritimes que Téhéran vient d'exclure à la navigation pour 3 jours. Un défi lancé aux grandes puissances occidentales, toutes présentes à l'entrée du Golfe. Les Américains qui ont regroupé une véritable escadre en ordre de combat autour du porte-avions géant Constellation. Les Anglais, dont la présence navale est permanente au large du détroit. Les Français, dont le porte-avions Clemenceau fait route vers l'entrée du Golfe pour y rejoindre les 4 navires qui y patrouillent déjà. Les Soviétiques enfin, avec un destroyer et 3 dragueurs de mines qui naviguent, eux, dans le Golfe lui-même. En face, la marine iranienne, qui était la plus puissante de la région au temps du Shah. Elle dispose aujourd'hui aussi bien de bâtiments lourds que de vedettes légères ultra rapides achetées en Suède, au Japon ou en Chine. Le pivot de leur dispositif de défense navale, le voici. Bandar Romeini, l'ancien Bandar Abbas, juste au milieu du détroit d'Ormuz, photographié ici par le satellite français Spot. L'image est si précise qu'on peut reconnaître immédiatement la piste d'atterrissage des chasseurs bombardiers ou encore répertorier précisément chacune des installations du port militaire ou enfin repérer les bases de missiles Silkworm. Grâce à de telles images, de chaque côté, on a fait un compte précis des forces adverses. La suprématie technologique des Occidentaux est évidente, mais les Iraniens disposent d'une arme que nos manuels de combat n'avaient pas prévue. Une arme de terroristes, ces bateaux suicides, bourrés d'explosifs et quelquefois déguisés en paisibles boutres de pêcheurs. Effectivement, tout ce qui se passe dans le Golfe et ailleurs d'ailleurs peut être examiné et vu de très près grâce aux satellites. Avec le satellite Spot qui tourne à 800 km autour de la Terre, il est possible de tirer des photos permettant de mesurer l'ampleur des forces en présence dans toute la région du Golfe et même de constater l'évolution des événements. Patrick Esther commente quelques-uns de ces clichés tout à fait étonnants. L'ouest du golfe Persique, il y a quelques mois. La raffinerie iranienne d'Abadan après un raid de bombardiers irakiens. 2 colonnes de fumée noire qui montent des cuves de pétrole en flammes.
Une image enregistrée par l'œil indiscret du satellite français Spot en orbite à 800 km d'altitude. Sur la gauche, cette zone noire, les milliers de cratères laissés par les explosions des bombes. Plus de 60 000 hommes sont morts ici. En fait, vu de l'espace, le golfe Persique perd pratiquement tous ses secrets. Dans le détroit d'Ormuz, par exemple, il devient possible de compter les navires dans les ports. C'est ici, dans cette région, qu'ont débuté aujourd'hui les grandes manœuvres navales iraniennes, des martyrs de la révolution islamique. Ces traits blancs, ce sont les bâtiments iraniens au large de Bandar Abbas. Ici, la piste de l'aéroport. En noir, la zone civile. En clair, la partie militaire. Au sud, en Arabie Saoudite, sur l'aéroport d'Aran, si l'on agrandit l'image, on peut compter le nombre de chasseurs bombardiers F-5. C'est sur cette base que les Américains souhaitent pouvoir poser leurs avions. Sur cet assemblage d'images spot, il est aisé de déterminer l'emplacement des bases de missiles côtiers iraniens. Tout d'abord à Qestek, aux environs de Bandar Abbas et sur l'île de Caire. Ces missiles ont une portée de 43 km, ce qui permettrait éventuellement aux Iraniens de bloquer l'accès au détroit d'Ormuz. D'une manière générale, on peut mesurer l'évolution des fortifications abritant les sites de missiles ou les batteries anti-chars. Enfin, en noir, on constate que l'Irak a creusé de vastes canaux pour pouvoir inonder le champ de bataille iranien. Alors, en face, on creuse aussi pour tenter d'assécher le terrain. Le calme est revenu à La Mecque, où le pèlerinage marqué cette année, on le sait par les sanglants affrontements de vendredi dernier, se termine. Plus de 2 millions de musulmans ont effectué les 7 tours traditionnels autour de la pierre noire au centre de la grande mosquée, comme on le voit ici, avant de célébrer demain la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton, commémorant le sacrifice d'Abraham. Et le ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, se rendra d'ailleurs demain à la Grande Mosquée de Paris pour cette fête de l'Aïd el-Kébir. Afin de présenter ses vœux au recteur, il devrait évoquer les récents événements de la Mecque avec le porte-parole de la communauté musulmane en France. La flambée de l'or et du pétrole, conséquence de la tension dans le Golfe, gagne maintenant le dollar. À Paris, par exemple, le billet vert a gagné plus de 6 centimes aujourd'hui. L'or progresse à nouveau sur toutes les places financières pour franchir à Londres la barre psychologique des 475 $. Quant au pétrole, il demeure à un niveau record depuis 18 mois, malgré une stabilisation de son cours aujourd'hui. Alors on se pose toujours la question, va-t-on vers un troisième choc pétrolier? L'enquête de François Joly et de Nicolas Jacobs. Des navires de guerre dans le Golfe, le détroit d'Ormuz bloqué, le prix du pétrole qui flambe, l'argent qui quitte les valeurs industrielles et se réfugie sur l'or et le dollar. Il y a quelques années, il y aurait eu là les ingrédients d'un scénario catastrophe. En fait, dès aujourd'hui, le marché pétrolier s'est calmé. Les prix se sont stabilisés après un mouvement spéculatif et émotionnel. Le détroit d'Ormuz a perdu ces dernières années de son importance stratégique. N'y transite plus que 15% du trafic pétrolier mondial. D'autre part, en cas de blocus, les pays occidentaux disposent de stocks impressionnants. Par exemple, l'Europe pourrait tenir 315 jours et même le Japon, que l'on dit fragile, 250 jours. Plus réaliste aux yeux des experts, la rupture des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite peut mettre en cause le fonctionnement de l'OPEP, avec pour résultat des cours du pétrole en dents de scie. Il faut signaler que l'Iran a été de loin le premier fournisseur du pétrole en France au mois de juin, avec plus de 14% des importations de brut. Il faut signaler que c'est en juillet que la France a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran. Et puis, d'après le Canard enchaîné à paraître demain, M. Jacques Chirac a presque certainement offert à l'Irak de reconstruire le centre de recherche nucléaire de Tammuz, bombardé par les Israéliens en 1981. Le journal s'appuie sur un document envoyé le 24 juin dernier par le Quai d'Orsay à l'ambassadeur de France à Bagdad et qui reprend le texte d'une lettre de M. Chirac au président irakien. C'est en 1975 qu'un accord de coopération avait été signé entre Paris et Bagdad, conduisant à la construction du centre de Tammuz. M. Chirac était alors Premier ministre de M. Giscard d'Estaing.
Le président Bourguiba a appelé le peuple tunisien à la mobilisation et à la vigilance après les attentats qui ont visé 4 hôtels de la région de Monastir, les 7 touristes italiens et les 2 Britanniques blessés au cours des actions qui n'ont pas été revendiquées ont été rapatriés dans leur pays. Des dizaines d'estivants britanniques ont décidé d'interrompre leurs vacances en Tunisie. Les téléspectateurs américains vont être privés de leur feuilleton favori à la télévision, les auditions de l'Irangate en direct du Congrès. Après 12 semaines de débats et le défilé de 30 témoins, les parlementaires américains n'ont plus qu'à rédiger le rapport qui sera publié. Il en ressort que l'image du président Reagan est apparemment indemne, mais on ne peut pas en dire autant de celle de ses collaborateurs. Jean-Marc Ilouz, aux États-Unis. Un gigantesque déballage, 200 000 documents, des centaines de dépositions et surtout 3 semaines d'audience publique au Congrès sur lesquelles la presse américaine tente inlassablement de faire le point. Mais dans cette interminable galerie de portraits où se croisent ministres intègres, conseillers vertueux, généraux businessmen et businessmen tout court, 3 témoignages dominent. Par le panache, celui du lieutenant-colonel North, sourire d'enfant de cœur et tête brûlée. Il n'a pas son pareil pour jongler avec les comptes bancaires et verser à la guérilla anticommuniste du Nicaragua les juteux profits des ventes d'armes clandestines à l'Iran. Tout cela est illégal, mais le colonel North affirme avoir toujours été couvert par ses supérieurs. Par le cynisme, voici l'amiral Poindexter, ex-patron du Conseil national de sécurité. Chargé de conseiller le président, il a fini parfois par décider à sa place. Explication ? Nous étions d'accord sur le fond, alors pourquoi demander au président de se mouiller dans des affaires délicates? Et l'amiral Poindexter reconnaît sans difficulté avoir sciemment menti au Congrès. Par la sobriété enfin, celle beaucoup plus convaincante de George Shultz, chef de la diplomatie américaine, dessaisi du dossier iranien par l'ancien numéro 1 de la CIA et l'amiral Poindexter. Il reprendra 3 fois sa démission plutôt que d'abandonner son président à une Maison Blanche livrée à des apprentis sorciers. Alors me direz-vous, et Ronald Reagan? Eh bien pour l'instant, la presse américaine le reconnaît, on n'a pas trouvé dans son bureau ovale de la Maison Blanche de smoking gun, c'est-à-dire de pistolet encore fumant, de preuve irréfutable de sa responsabilité directe. Mais manifestement, le président des États-Unis ne savait pas contrôler son entourage. Ce n'est pas un crime, c'est une faute. Ronald Reagan y a définitivement perdu son image de président de choc. En France, arrestation et incarcération à Fréjus d'un gérant de société marseillaise, André Jimenez, accusé d'avoir organisé une filière clandestine de travailleurs étrangers. Il recrutait, avec la complicité d'une entreprise portugaise, des ouvriers pour 2000 francs par mois. L'enquête d'Agnès Poirier et de Claude Lucas. André Jimenez, avec sa société SAG, était dans les affaires. Import-export, enfin, si l'on peut dire. Depuis son bureau, dans cette avenue cossue de Marseille, il dirigeait un réseau de travailleurs portugais clandestins. André Jimenez avait passé des contrats avec l'OCE, maître d'œuvre sur plusieurs chantiers à Saint-Raphaël et Fréjus. Contactés par une société d'intérim à Lisbonne, plusieurs dizaines de Portugais franchissent la frontière avec leur passeport en règle. Ils se retrouvent ici, travailleurs clandestins, sans couverture sociale évidemment, et sous-payés 2000 francs par mois. Bon, quand on arrive, comme moi, des gens travailler, on ne fait pas attention s'ils sont portugais, arabes, déclarés ou pas, hein. Ça c'est certain. Hein. Nous on fait la plomberie, alors on est en bas, on est dans le sous-sol, on tire les vides sanitaires. Ce qui fait qu'on ne s'aperçoit de rien. André Jimenez est maintenant sous les verrous et l'OCE ne veut faire aucune déclaration. Pour le conducteur des travaux, SAG était une société sous-traitante comme les autres et avait l'air parfaitement en règle. Aucune déclaration non plus au consulat du Portugal, on s'étonne même du bruit provoqué par l'affaire. C'est une pratique, m'a-t-on assuré ici, très répandue dans toute la France. Un nouveau juge d'instruction, M. François Brault, vient d'être désigné dans l'affaire Papon, du nom de l'ancien ministre accusé d'avoir joué un rôle dans la déportation de Juifs pendant la guerre. La procédure entamée il y a 6 ans avait été annulée pour vice de forme. Emmanuel Vanier. François Gros, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, va donc instruire à nouveau l'affaire Papon et c'est la quasi-totalité du dossier qu'il va devoir reprendre. De fait, en février dernier, toute la procédure à compter de janvier 83 avait été annulée pour vice de forme. Les 400 pièces postérieures à cette date avaient été détruites. L'affaire Papon avait éclaté en 1981.
Le Canard enchaîné avait accusé l'ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing d'avoir personnellement contribué à l'arrestation et à la déportation de 1690 juifs entre 1942 et 1944 dans la région de Bordeaux. Maurice Papon était alors en poste à la préfecture de la Gironde. Des accusations fondées sur de nombreux documents administratifs signés par Maurice Papon. Des familles de déportés avaient alors porté plainte et s'étaient constituées partie civile. Maurice Papon avait été inculpé à 2 reprises de crimes contre l'humanité. La procédure annulée, les 2 inculpations n'existent donc plus, mais cela ne préjuge en rien du résultat de la nouvelle enquête menée par le juge Brault. Nos impôts vont baisser en 1988. Monsieur Paul Markelly, le président de la Confédération des cadres, était reçu aujourd'hui par Édouard Balladur, le ministre de l'économie, pour obtenir des précisions. Des précisions qui, visiblement, ont satisfait M. Markelly. Je suis satisfait. Pour une fois que ça m'arrive, je ne vois pas pourquoi je ne le dirai pas. Qu'avez-vous obtenu ? 4% de réduction pour l'ensemble des Françaises et des Français, et plus particulièrement pour les catégories intermédiaires du barème qui n'ont pas été touchées l'année dernière ou qui n'ont pas été suffisamment touchées, puisque, je vous le rappelle, l'année dernière, c'était les bas salaires et les très hauts salaires qui ont bénéficié de la réduction d'impôt. Cette année, ce sont les salaires moyens et moyens hauts. Cela veut dire qu'il y a une cohérence dans la politique fiscale de réduction, et je souhaite que ça dure, car c'est important pour l'économie. Moins d'impôts, cela veut dire plus de moyens pour faire tourner l'économie. C'est positif, car c'est de toute façon préférable à plus de salaires et donc plus d'inflation. Ces allègements d'impôts représentent une somme de 8 milliards de francs. Vous aviez réclamé 10 milliards? J'avais réclamé 10 milliards, tout simplement parce qu'il faut toujours demander un peu plus pour avoir ce que l'on veut. 10 millions. Il faut trouver 10 millions de francs avant minuit pour sauver le journal Le Matin. Les 10 salariés qui se battent depuis le dépôt de bilan du quotidien espéraient pouvoir effectivement rassembler cette somme. Alors vont-ils gagner leur pari? Olivier Lerner et François Granier ont passé cette journée décisive dans les locaux du Matin. Comme il est difficile de boucler un tour de table solide. Retranché au 4e étage de la rue Hérold à Paris, le groupe des 10 fait ses comptes. Il faut 10 millions de francs pour continuer. Cette somme serait atteinte ce soir. Reste que la décision de continuer n'est pas encore prise. Au sein de la rédaction, on attend, on s'angoisse et on s'énerve parfois. Une dizaine de directeurs se sont succédés dans ces murs et certains souhaiteraient qu'une nouvelle histoire de presse puisse commencer. Ça fait 2 ans que ça dure quand même. Ça n'a pas commencé avec le retour des hirondelles. Hein. L'agonie, ça a commencé depuis que je suis là. De toute façon, ça a commencé. C'est un processus qui est engagé depuis longtemps. Les directeurs de la rédaction successive, les gamelles successives, oui, ça fait longtemps que ça dure. Alors maintenant, il faut que ça s'arrête. C'est un peu comme le moribond. Au début, on est tous autour avec beaucoup d'attention en se disant il faut qu'il s'en sorte. Et puis après, il ne meurt pas. C'est encore pire. Je veux dire, à un moment, il faut que soit il meurt, soit il ressuscite complètement. Facile à dire, mais plus difficile à construire. Une fusée à 3 étages pourrait en fait relancer le journal. Aux 10 millions de francs des actionnaires s'ajouteraient 10 millions investis par la Société des lecteurs et 15 millions de francs d'avance sur les recettes publicitaires qui seraient apportées. Le groupe des 10 hésite, visiblement encore ce soir, à se lancer dans le grand bain. Un avocat belge de 60 ans, Jean-Michel Sistermans, avoue être l'auteur de l'attentat à la bombe contre le palais de justice de Liège. L'affaire remonte à décembre 85. Il y avait eu un mort dans l'explosion. Anne Gainsberger. Cela avait tout d'un attentat terroriste. C'était en réalité le geste d'un notable de Liège, un avocat de 57 ans. Une forte charge de dynamite dissimulée dans une malle, premier étage du tribunal ravagé. Un étudiant de 20 ans, Philippe Ballis, était tué sur le coup. La bombe avait explosé une demi-heure avant une réunion à laquelle participait Jean Gol, le ministre belge de la Justice. À l'époque, l'attentat n'était pas revendiqué. Pourtant, personne n'excluait la responsabilité des cellules communistes combattantes. L'explosion coïncidait en effet avec une série d'actions criminelles revendiquées par le groupuscule terroriste belge, aujourd'hui démantelé. Il semble désormais que les CCC n'auraient rien à voir avec l'explosion du palais de justice de Liège. Jean-Michel Sistermans reconnaît en effet avoir été l'instigateur de l'attentat. Déjà arrêté en juin dernier en possession d'explosifs, il n'a toujours pas avoué les motifs exacts de son geste. Vengeance personnelle peut-être, mais maître Sistermans a dénoncé 2 complices qui, eux, pourraient bien avoir eu des liens avec les terroristes.
Le rapport sur les remontées mécaniques sera terminé début septembre. Il avait été demandé par le ministre Jacques Doufiag après les accidents de l'hiver dernier, aux Ors, puis à Luzardiden. Alors d'après les premières conclusions de l'enquête, des anomalies sont apparues dans les installations de plusieurs stations. Voici l'enquête de Roland Sicard et de Michel Gianolotaos. Les remontées mécaniques sous haute surveillance. Depuis la catastrophe de Luzardiden, des contrôles systématiques ont été entrepris dans les stations de ski avec, pour objectif, vérifier la fiabilité des installations. Aujourd'hui, les premiers chiffres commencent à tomber. 15% des appareils contrôlés présenteraient des risques. Dans la plupart des cas, c'est la conception et la réalisation des blocs de béton servant d'assises aux pylônes qui est mise en cause. En fait, pendant plusieurs années, les négligences se seraient multipliées. On n'a pas accordé une attention suffisante, attention à la conception, attention au ferraillage et attention à la réalisation des travaux, en particulier à la qualité du béton. Il est très dommage que l'on n'ait pas respecté, en ce qui concerne les socles en béton, les règles ouvrages d'art qui leur sont applicables. Les blocs de béton ne sont pas seuls en cause. Exemple, dans ce téléphérique inauguré il y a quelques mois à l'Alpe d'Huez, des fissures sont apparues dans une poulie. Une anomalie qui ne présenterait pas de danger, et dans la station, on se refuse à dramatiser. Il y a eu des incidents, des accidents regrettables l'hiver dernier. Ça ne remet pas en cause l'ensemble des remontées mécaniques françaises, dont je rappelle quand même qu'elles sont parmi les plus fiables du monde, avec les remontées autrichiennes en particulier. Après les accidents des Ors et de Luzardiden, l'image de marque des constructeurs français, leaders dans ce secteur, a pourtant été altérée. Tous les appareils qui présentent des risques devront être consolidés avant l'hiver prochain. C'est la sécurité des skieurs qui est en jeu. Connaissez-vous Castillon-la-Bataille? Non? Eh bien c'est un petit village de Gironde, 3000 habitants, qui a son importance, car le 17 juillet 1453 finissait là la guerre de 100 ans. Chaque année, la bataille est reconstituée par les villageois. Ce n'est pas un amusement, c'est même plus sérieux que cela. Yoba Grégoire a demandé aux protagonistes leur motivation. Ce qui frappe dans tous ces spectacles où les villageois deviennent participants actifs, c'est le brassage social. Prenons par exemple l'acteur qui joue le fou du roi. Dans la vie, il est professeur dans un collège, ses vacances, il les passe ici et il pousse même le plaisir à améliorer son costume. Ce qui fait l'intérêt du costume que j'aime beaucoup, c'est très drôle, c'est la capuche qui a été prise sur une enluminure, ce sont les oreilles, vous voyez. Pas faire de la réclame pour un fromage, mais enfin, vous voyez, j'ai des petites oreilles là et c'est très drôle. Et alors tout ça, c'est une récupération de lustre. Ah, ce sont ça, les perles, c'est la récupération de lustre et le tissu, c'est de la récupération de tissu. 700 acteurs face à 8000 spectateurs chaque fin de semaine, il faut dire que ce n'est pas banal. Dans les tribunes, on assiste à un autre spectacle. Oh, regarde, c'est le boucher. Tiens là, à droite, c'est monsieur le curé de Castillon. C'est une manière de participer à la vie de la commune, enfin de tout le monde. C'est sympathique qu'on rencontre des gens autrement que ceux qui sont autour de moi, puis qui discutent. On lit des liens d'amitié, autre chose que des rapports professionnels, si je peux dire. Les vrais curés sont en bourgeois et les pâtissiers, bouchers et compagnie en faux moines. Ils tiennent à conserver une solide réputation. Nous sommes obligés de manger parce que nous avons un poids à respecter dans la bataille. Il y a 3 tonnes de moine, il faut qu'on maintienne, il faut qu'on mange tout le temps. Il faut qu'on la réussisse. On mange et on boit aussi quand même. Hein. Le père et le fils, propriétaires de cette meute de chiens, ne manqueraient en aucun cas le spectacle, malgré le travail dans les vignes. Dans un même canton, comme ici, moi je vois des gens uniquement, je vois passer en voiture, j'ai l'occasion de dialoguer uniquement avec eux qu'à la bataille. Bon, c'est super parce que c'est des voisins, au fond on n'a pas le temps de se voir, on se voit à la bataille, on discute de tout ce qui se passe dans le pays, ouais. C'est ça l'ambiance, je crois, au fond, qui réunit un peu tout le monde. Et c'est ici, sur ce champ de bataille, là où le général anglais John Talbot meurt, qu'une page d'histoire se tourne. L'Aquitaine devient royaume de France et les Castillonnais, les rois de la bataille. On connaît maintenant la sélection de l'équipe de France de football qui rencontrera l'Allemagne dans 8 jours exactement, en match amical à Berlin. Alors de nouveau, le milieu de terrain monégasque Jean-Philippe Rohr et l'avant-centre auxerrois Éric Cantona
Pour le reste, l'équipe présente un visage attendu. On signale quand même le retour de Battiston et la retraite de Jean Tigana, dont nous vous parlions hier, retraite dans les compétitions internationales, bien sûr. C'est l'heure de la météo. José Blanc-Lapierre, merci beaucoup pour le soleil dans le nord aujourd'hui. Alors ça continue, j'espère, non? Ça continue, oui. Mais tout de même, un soleil qui a du mal à maîtriser la situation. Demain, ce sera la douche écossaise, c'est-à-dire que nous aurons droit à de longs épisodes d'ensoleillement, mais aussi à des averses brutales. Voici pourquoi sur la photo satellite que je vous propose tout de suite. Sur le nord de l'Europe se trouve une masse d'air froid en altitude surtout. Poussée par des vents de nord-ouest, elle se dirige sur le pays et à la rencontre d'un air plus chaud, eh bien, elle provoque des averses. Résultat, le voici sur la carte du temps qu'il fera à la mi-journée à peu près. Grande instabilité sur le nord-est avec alternance d'ensoleillement, mais aussi d'averses et de passages nuageux. Après la dissipation du brouillard, il fera beau sur la Bretagne, sur le centre et sur le sud-ouest. Peu à peu, les nuages vont quitter les Pyrénées ainsi que les Alpes, où il y aura de moins en moins d'orages. Mais les nuages vont gagner peu à peu le sud-est ainsi que la Corse. Les températures en légère baisse, vous allez le voir, puisque sur le nord, elles vont s'échelonner de 16 degrés à Cherbourg jusqu'à 22 degrés dans le centre du pays, 22 aussi à Limoges et jusqu'à 30 degrés à Perpignan par exemple ou à Nîmes où il faisait 34 aujourd'hui. Demain, mercredi 5 août, 3 minutes de soleil en moins, un soleil qui se lèvera à 6h30, qui se couchera à 21h22. Ce sera la Saint-Abel. Saint-Abel. J'apprends à l'instant que 3 gendarmes mobiles ont été blessés par des coups de feu en Corse, à 10 km au sud de Bastia. On ignore les circonstances de ce mitraillage. En tout cas, ces 3 gendarmes mobiles donc, ont été blessés. Vous aurez d'autres informations sur ce fait et sur d'autres dans le dernier journal à 23h30 après les dossiers de l'écran avec Isabelle Bechler. Très bonne soirée à tous. À demain.